Bonsoir à tous, bienvenue d'abord à ceux qui sont devant nous ici, puisque vous savez, nous sommes en direct de l'hippodrome de Longchamp pour la rencontre des entrepreneurs de France, la REF, comme on dit, avec de nombreux invités pour parler d'un sujet presque philosophique, mais il est vrai qu'on a beaucoup parlé ici de liberté et de vérité, si j'ai bien entendu les propos d'introduction du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. La liberté créatrice est-elle assassinée? Vaste sujet, j'ai envie de dire, avec de nombreux intervenants. Donc j'en déduis qu'il n'y a pas forcément eu trop d'assassinats, parce qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises autour de moi, et il y en aura encore dans la deuxième partie. Donc rapidement, je vais vous présenter les invités. Je vais leur demander de répondre à cette question, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et certains que vous connaissez évidemment très bien. Et puis, je leur demanderai, en conclusion, peut-être qu'ils ont des propositions, des idées, puisqu'on a un ministre qui sera avec nous dans la deuxième partie. Peut-être qu'on lui demandera de prendre un bloc-notes et de noter les idées de tous ces entrepreneurs pour libérer la création d'entreprises. Alors, dans la deuxième partie, je vais commencer par la deuxième partie, je recevrai Alain Griset, secrétaire d'État justement en charge des PME, qui lui-même, le rappelait tout à l'heure, a créé son entreprise en 1975. Monsieur le ministre, c'était il y a quelques temps. Si je puis me permettre par rapport à ceux qui sont autour de moi, dont la moyenne d'âge doit être entre 25 et 30 ans peut-être. Stanislas Neufchâteau, cofondateur de Doctolib, il nous rappelait tout à l'heure qu'il est dorénavant, la France est le premier pays au monde pour la téléconsultation, plus d'1 million de téléconsultations, là où il en faisait 30 000 avant la crise. C'est dire s'il y a eu un phénomène d'accélérateur. Olivier Lombard, qui est président fondateur de Opium, allez, on le surnomme déjà le Tesla européen, il veut construire une berline hybride, ça sera pour 2025, production 2030, 30 000 voitures, objectif évidemment commercialisation mondiale. Et puis ensuite Martin Stéphane, qui est directeur général de Carbios. Carbios qui a mis au point un procédé biologique pour la fin de vie des plastiques et des fibres. Et je crois que c'est la seule société, enfin ces chercheurs ont publié dans Nature, vous savez, la grande revue scientifique, c'est-à-dire si eux, ils sont en pointe. Et puis autour de moi, on va quand même commencer par ceux qui vont ouvrir cette table ronde. Je commence par vous, Guillaume Rosier, un des grands gagnants de la crise de la Covid, on peut dire ça comme ça. Vous, c'est Covid Tracker, Vitmado. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici, ou ceux qui nous entendent ou qui nous regardent, qui ont utilisé vos initiatives. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À votre droite, j'en profite, Cédric Villani. Alors Cédric Villani, il y a tellement de titres que c'est presque, je vais vous supprimer 1 minute de discours. Médaillé Phil, membre de l'Académie des sciences, député de l'Essonne, premier président, il est même président tout court, on m'a bien de me le rappeler. Président tout court. Président tout court de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est très intéressant parce qu'on va voir si liberté, innovation, principe de précaution, est-ce que tout ça, ça empêche la création d'entreprises. Notre seule femme, à part moi, comme vous me l'avez rappelé, bonjour, Dunia Belrigui, vous avez, créé une plateforme, PhD Talent, plateforme qui met en liaison des chercheurs. Vous en avez combien de chercheurs? Bonjour. On en a 15 000. 15 000. Qui sont mis en lien avec 800 entreprises aujourd'hui. D'accord, c'est dire s'il y a... Et en plus, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et je voyais le président de Sanofi France qui est à mes côtés, Olivier Bogello, bonjour. Bonjour, Edwige. Qui opinait du chef, parce que c'est sûr qu'entre les chercheurs et les entreprises, c'est aussi un terme très intéressant. Bon, je commence par le gagnant de cette crise. En tous les cas, il en fallait bien. Il y en a peut-être 2 avec Doctolib. Guillaume Rosier, est-ce que la liberté d'entreprendre est assassinée ou pas, a été assassinée? Bonjour, merci beaucoup. Alors, gagnant de cette crise, oui, peut-être en partie. Évidemment, on aurait préféré que ce soit dans un autre contexte. Et donc, on a voulu aider notre pays en développant des plateformes qui aident les Français à mieux comprendre l'épidémie, à mieux lutter contre l'épidémie ou à en terminer plus vite avec l'épidémie en trouvant une dose de vaccin plus rapidement et plus facilement. Donc, est-ce que la liberté de créer et d'innover est assassinée en France? Question extrêmement difficile, mais finalement, je pense que mon témoignage est assez symptomatique, puisque, donc, avant, quelques éléments de contexte, Covid Tracker est un outil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie en France, donc de suivre les indicateurs, la gravité de l'épidémie et la dynamique. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs distincts chaque mois, et c'est un outil qui est utilisé par le président de la République, par le Premier ministre, par un certain nombre de collectivités, de mairies et d'hôpitaux. Vitmados est un autre outil qu'on a développé ces derniers mois qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination plus facilement et plus rapidement
Et donc, en agrégeant tous les rendez-vous de vaccination qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de réservation, dont Doctolib, par exemple, mais il y en a d'autres aussi. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que ces outils, on n'a jamais eu l'ambition de créer ces outils. Et je pense qu'en France, parfois, certains entrepreneurs, certains citoyens peuvent manquer d'ambition et ça peut finalement contraindre ou ralentir l'innovation et la création. Lorsqu'on a lancé Covid Tracker, lorsqu'on a lancé Vitmadose, on n'a jamais eu comme objectif de créer des plateformes qui seraient les plus populaires pour suivre l'épidémie ou pour trouver un rendez-vous de vaccination. Ça s'est fait vraiment progressivement, c'est presque un hasard, presque un peu de la chance. On a développé ces plateformes progressivement, itérativement, jour après jour, semaine après semaine, et on n'a pu que constater ce que c'était devenu une fois que ça l'était devenu. Et donc ça, je pense que c'est un point qui est très intéressant. J'ai eu l'occasion d'étudier, par exemple, aux États-Unis. Je me suis rendu compte que dans ce pays, certaines personnes, certains citoyens, certains étudiants se mettaient pas les plafonds de verre qu'on peut se mettre en France. Et donc ça peut permettre de dynamiser la création et l'innovation. Un deuxième point, je pense que tous les outils qu'on a développés, Covid Tracker, Vitmadose, tous les autres, ont pu l'être grâce à l'intelligence collective. Tous ces outils, des dizaines de contributeurs ont participé à la création de ces outils. En quelques jours, on a pu développer ces outils qui ont été visionnés par des dizaines de millions de Français. Et donc ça, c'est grâce à Internet, c'est grâce à ce qu'on appelle l'open source, la collaboration et l'open data. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. On gagnerait à le développer en France. Je pense que ça pourrait dynamiser la création, l'innovation, l'envie d'innover. Ça, c'était un peu la première fois, cette open data venant de la part de l'État, non ? Est-ce que c'était la première fois? C'est la première fois, non? Alors, ça se passe comme ça, alors ça fait à une telle échelle. Oui, alors ça fait une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années que l'open data est développé en France, notamment dans le public. Je vous remercie, oui, ça je connais. Mais non, mais par rapport à ce que vous avez pu utiliser comme données. Mais oui, effectivement, c'est la première fois que ça a été déployé avec une telle envergure, avec des systèmes d'information collectant des données sur l'épidémie, notamment sur les victimes, sur la vaccination et sur le dépistage, qui sont d'une envergure inédite, avec des quantités de données absolument astronomiques et qui ont été publiées en open data, donc de manière libre pour les citoyens. Et puis finalement, je pense qu'on gagnerait à nouer des liens plus forts entre le public et le privé, puisque le privé parfois a besoin du public, mais le public a aussi besoin du privé. En l'occurrence, on n'aurait jamais pu développer les outils qu'on a développés sans open data, on vient d'en parler, ça n'aurait jamais pu exister, et donc on a fait des outils qui servent aux citoyens, qui sont complémentaires des services publics, mais on l'a fait d'une manière privée, d'une manière citoyenne. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. On pourrait développer une certaine synergie entre le public et le privé. Donc c'est pour ça que je milite pour un État plateforme donc qui permet, qui donne les moyens aux citoyens, aux privés, aux entreprises, qui leur donne des données, qui leur donne des outils, qui leur donne des moyens pour réaliser des biens, des services qui vont compléter les biens et les services publics développés par l'État. Oui, un État plateforme, ça, à mon avis, c'est un très bon sujet. On posera la question tout à l'heure au ministre Alain Griset pour savoir s'il voit cette vision de l'État ou à Cédric Villani, aux politiques. Juste, Covid Tracker, combien d'utilisateurs? Vitmadose, vous avez les derniers chiffres? Alors, Covid Tracker, c'est environ une dizaine de millions d'utilisateurs distincts chaque mois. Covid Tracker, on a eu des pics à 2 à 3 millions d'utilisateurs par jour, là cette fois-ci, et plusieurs dizaines, 30 à 40 millions de rendez-vous de vaccination ont été initiés en passant par Vitmadose. Merci, très intéressant. Olivier Bogilot, vous dirigez Sanofi en France. Quand vous voyez un tel succès, vous avez quel âge, Guillaume Rosier? 25 ans. 25 ans. Quand vous voyez un tel succès par un créateur qui a 25 ans, quand tu es à la tête de Sanofi en France, comment vous réagissez? Je réagis bien, évidemment, quand je vois le succès de Covid Tracker. D'abord, ça montre que lorsqu'on a de la liberté et de l'hyper-créativité, on innove. Et c'était exactement ce qu'a fait Guillaume Rosier. Il a pris sa créativité, il l'a mis au service des autres, et puis il a développé quelque chose qui est une vraie innovation et qui dépasse aujourd'hui, je pense, son ordinateur, il est connecté à l'ensemble des Français, tout le monde regarde Covid Tracker ou Vitmadose. Formidable, donc moi je regarde ça avec admiration et espoir, parce que je me dis qu'en France on a des ressources de grande qualité, et y compris dans mon secteur où pour développer un médicament, on a besoin de data, on a besoin d'intelligence artificielle, on a besoin d'ingénieurs. Et je me dis qu'on a un vivier et des ressources qui sont extrêmement bonnes. Voilà. Pour Sanofi, ça a été... Comment est-ce que, pour votre secteur, il s'est passé quelque chose que j'imagine que vous n'avez jamais connu dans l'histoire de la pharma?
la mise au point, sauf pour certains, la mise au point d'un vaccin en aussi peu de temps, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, lorsqu'on préparait cette émission, vous me disiez que lorsque vous voyez que Moderna aujourd'hui, qui est aussi une belle histoire d'entrepreneur aux États-Unis, pèse plus lourd en bourse que Sanofi. C'est dire si ça a bousculé votre secteur. Alors, moi, je considère que j'ai la chance de travailler dans un secteur qui, aujourd'hui, vit une vague d'innovation qui n'a pas de précédent. Ouais. Depuis 10 ans, le secteur des sciences de la vie est traversé par une explosion des connaissances, une explosion technologique, et en grande partie due à l'intelligence artificielle, et Cédric Villani qui a commis un rapport sur ce sujet-là me contredira pas, ça a permis d'accélérer les choses. Et c'est vrai que j'aimerais que les Français se rendent compte, développer un vaccin en 9 mois, un vaccin avec ce niveau d'efficacité, grâce à une technologie de rupture qui est celle de l'ARN messager, c'est absolument extraordinaire, vertigineux et formidable. Formidable parce qu'en plus, il marche. Il aurait pu ne pas marcher, ce vaccin. On aurait pu être encore dans une crise aujourd'hui sans vaccin. Aujourd'hui, si on est là tous ensemble, c'est parce qu'il y a un vaccin. Et c'est en grande partie parce qu'il y a une vague d'innovation dans ce secteur des sciences de la vie qui nous permet d'être là aujourd'hui. Ouais. Ça a eu un effet révélateur, vous me disiez. Alors, ça a eu un double effet. D'abord, ça a eu un effet accélérateur. On parle de liberté ici. Et la liberté, en fait, c'est faire sauter les contraintes. Et c'est vrai que dans cette crise, on accélère tout parce qu'on fait sauter les verrous, on fait sauter les contraintes. D'abord, il y a eu une contrainte qui a sauté très rapidement, en grande partie grâce aux Américains, c'est la contrainte financière. Il y a eu énormément d'argent qui a été mis par le gouvernement américain pour accélérer les choses. Quand vous développez un vaccin, à cette vitesse-là, il faut avoir des moyens. Vous avez aussi une contrainte réglementaire qui a sauté. Et on a fait travailler très rapidement et simultanément les autorités réglementaires. Contrainte presque psychologique. On s'est dit qu'on pouvait le faire. Guillaume Rosier disait tout à l'heure, parfois c'est difficile, on se censure. Ben non, là, on s'est dit on va pouvoir faire un vaccin en moins d'1 an. Et puis aussi politique, une accélération. Je vois tout à l'heure le commissaire Breton expliquait que l'Europe s'est organisée. C'est vrai que ce n'était pas une compétence de l'Europe, la santé, et ils se sont organisés très très vite. Donc il y a eu ce phénomène d'accélération. Puis il y a aussi un phénomène qui a été dit dans la précédente table ronde au MEDEF, là, une révélation de nos vulnérabilités, notamment en Europe. Et de la présence, au fond, de pôles d'excellence, notamment en Amérique du Nord, notamment en Asie. Et quand je vois effectivement la capitalisation aujourd'hui de Moderna, qui est supérieure à celle de Sanofi, j'y vois aussi un concurrent de demain qui va être extrêmement puissant et donc qui nous oblige, nous, en France et en Europe, à être vigilants et à investir dans ce secteur qui est extrêmement important. Ouais. Bon, la question qui fâche, forcément, votre vaccin, c'est pour quand ? Alors notre vaccin, il est en phase 3, donc il est aujourd'hui en cours d'évaluation de son efficacité. Il arrivera avant la fin de l'année. Je voudrais juste revenir là-dessus, c'est important. Avant Valneva. C'est souvent une question que j'ai en disant Sanofi est en retard. Je voudrais juste rappeler qu'en mars de l'année dernière, quand Sanofi fait le choix de développer un vaccin de protéines recombinantes adjuvantées, c'est à cette époque la technologie la plus performante qui existe sur le marché des vaccins. L'ARN messager, ça n'existe pas. On décide d'utiliser la technologie la plus performante. Il s'avère qu'une autre technologie, celle de l'ARN messager, est arrivée plus vite, avec des niveaux d'efficacité supérieurs. C'est remarquable, mais il faut pas considérer que le choix de Sanofi n'était pas un choix rationnel. Est-ce que vous allez commencer, il sortira juste avant celui de Valneva ou pas, une autre entreprise ? Alors, je n'ai pas toutes les données sur l'état d'avancement de Valneva. Je crois qu'ils commencent leur phase 3. Oui. Nous, on l'a commencé au fin du mois de mai. Donc, je pense que Valneva risque d'être lancé peut-être rapidement en Angleterre. Peut-être que nous arriverons avant en Europe. Oui. Vous êtes prêts, envie de ma dose pour le troisième piqûre de rappel là ? C'est aussi l'intérêt d'avoir un socle de contributeurs extrêmement important. C'est que certaines personnes peuvent contribuer de façon extrêmement importante en quelques jours, très vite. Et donc, ça nous arrive de développer des fonctionnalités très, très vite, en quelques jours, en quelques heures. Donc, on sera prêt dès que le vaccin sera disponible. Cédric Villani, vous avez écrit un rapport justement sur le rôle de l'innovation, l'intelligence artificielle qui bénéficie, parce qu'en fait, il y a énormément de création d'entreprises dans tout ce secteur-là. Et il y a une grande question quand même, et je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez des positions très fortes, c'est le fameux principe de précaution. Est-ce que ça bride le principe d'innovation ? À mon avis, ici, il y a pas mal de personnes qui sont convaincues que oui. Vous êtes convaincus que non, pardon. Expliquez-nous. Oui. Quand j'ai vu le titre, la liberté de création assassinée avec un point d'interrogation, c'est un sujet sur lequel le politique est très souvent pris à partie
par différents acteurs avec le principe de précaution comme une espèce de bouc émissaire. En 2013, j'avais été chargé par Les Échos, dans leur édition Invité La Relève, d'enquêter là-dessus. J'avais fait le job d'interviewer des scientifiques, des spécialistes en droit, et à ma surprise, j'avais découvert que c'est juste hors sujet quand on croit que le principe de précaution bride l'innovation. C'est hors sujet parce que le principe de précaution ne dit pas qu'il faut se restreindre d'innover s'il y a telle ou telle possible conséquence néfaste. Il dit que face, et c'est ce qui est inscrit dans la Constitution, vous pouvez vérifier, face à une menace environnementale grave et irréversible qui s'annonce, les pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre, innovation de tous ordres, pour se préparer à ces conséquences, pour les empêcher de se préparer à ces conséquences. Donc chaque fois qu'on vous dit, à cause du principe de précaution, ceci n'est pas possible, c'est hors sujet. Qu'est-ce qui est dans le sujet, en revanche, pile par rapport au principe de précaution? Par exemple, quand dans les années 80, collectivement, les États sont sortis des fréons, les fameux chlorofluorocarbones qui, à l'époque, étaient une menace grave pour le climat, c'était une belle application du principe de précaution où les États ont anticipé une menace grave, irréversible pour l'environnement, et ont trouvé autre chose. Et se sont dit, face à la contrainte, on va changer et mettre tout en œuvre. Quel est l'autre grand cas de figure qui se pose à nous aujourd'hui, dans lequel on devrait l'appliquer et où on ne le fait pas? C'est la crise climatique. Alors, on ne le fait pas, à part quelques petites mesurettes. Vous connaissez mes positions par rapport à la loi climat gouvernementale, qui sont juste pas du tout à la hauteur. D'une part, des rapports du GIEC avec l'alarmisme qui est aujourd'hui le plus extraordinaire qui soit, et justifié. D'autre part, par rapport à tout ce qu'on a eu ces derniers temps, toute l'accumulation la plus extraordinaire, si je puis dire, dans le sens négatif du terme, de canicules, d'incendies, d'inondations qu'il y a eu ces derniers temps. Les dégâts se chiffreront en centaines de milliards, les dégâts climatiques de cette année 2021, et le GIEC nous dit c'est juste un avant-goût. C'est le petit début. Après, ça sera bien pire. Ça sera une partie de la Terre inhabitable. Ça sera dans le même temps l'extinction des espèces qui arrivent à toute allure et ainsi de suite. Face à ça, chers amis, il faut innover de façon très forte. Et quand je dis de façon très forte, ça veut dire des solutions technologiques, oui, il en faudra, mais ça ne suffira pas. Quand vous voyez l'ampleur des modifications qu'il faut sur notre empreinte carbone à toute allure, la dépendance extraordinaire de notre économie mondiale aujourd'hui aux carburants fossiles, la technologie, quand on suit les développements aujourd'hui qui sont en cours, elle ne suffira pas, ou c'est un pari complètement dingue. Imaginez si vous êtes chef d'entreprise, vous avez un modèle économique qui vous mène à la faillite à brève échéance, et votre département de R&D vous dit « Vous inquiétez pas, j'ai peut-être quelques idées qui vont marcher, je ne peux pas vous donner de calendrier, mais je suis sur la bonne voie ». Je ne suis pas sûr que vous fassiez confiance à votre service de R&D dans ces conditions pour continuer comme avant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, justement, Cédric Villani, vous, en plus, qui est un scientifique, médaillé Fields, enfin, on connaît votre palmarès, qu'est-ce qu'il faudrait pour booster, malgré tout, l'innovation qui provoque cette liberté créatrice? D'abord, savoir sortir des idées fixes, préconçues, et en particulier cette idée qu'on a besoin de croissance. De croissance économique, de PIB, qui est une forme de dogme, si vous me demandez mon avis, et dans le même foulée que des scientifiques comme Jean-Marc Jancovici, comme Jean Jouzel, je fais partie de ceux qui pensent qu'une étape indispensable, c'est de dire d'abord qu'est-ce qu'on veut vraiment. La croissance du PIB n'est pas un objectif en soi, les objectifs en soi, ils sont ailleurs, il faut les définir ensemble. Appelez-moi un décroissant, j'assume le terme, mais je pense que c'est important qu'on ait un débat de société là-dessus, quels sont les indicateurs qu'on veut pour la suite. Une chose est sûre, on ne peut pas continuer comme ça. Depuis un siècle, l'environnement n'a pas cessé de se dégrader. Il faudrait être juste fou pour se dire qu'en continuant comme on faisait avant, on va s'en sortir sans engager, sans mettre en péril, pas seulement notre entreprise, mais l'avenir de l'humanité pour les 5 générations à venir. Alors, si ça peut, je ne sais pas si vous avez écouté le discours d'ouverture du président du MEDEF, il a dit c'est simple, le capitalisme d'aujourd'hui, il faut complètement l'oublier, il faut le détruire, parce que même si je caricature un peu, je force le trait, je vois Geoffroy Roux de Bézieux qui proteste. Vous avez quand même dit, on voyage, ça pollue, on roule, ça pollue, on s'habille, ça pollue, on produit, ça pollue, donc il faut trouver un nouveau système, donc il faut l'innovation. Vous réagissez comment par rapport, vous, Guillaume Rosier, à ce que vient de dire la décroissance, vous qui avez 25 ans? C'est hyper intéressant. Je pense que c'est des problématiques qui nous touchent encore plus bien sûr, c'est pour ça que je vous nous, pose la question. à 20-25 ans. Parce que je pense que dans 20 ou 30 ans, on ne pourra pas consommer, on ne pourra pas produire, on ne pourra pas croître de la même manière qu'on l'a fait ces 20 ou 30 dernières années.
Et moi, je trouve ça aussi hyper stimulant, parce que je pense que la contrainte stimule énormément. Et donc, c'est des opportunités incroyables aussi pour innover, pour trouver des nouvelles solutions. Je pense qu'on a des grands défis devant nous. Et je pense qu'il y a des choses incroyables qui vont apparaître. Juste dernier mot, peut-être Cédric Villani. Dans la santé, l'intelligence artificielle, ça va, comme le disait Olivier Bogilot, ça va complètement bouleverser un peu. On va avoir tout s'accélère à une vitesse incroyable. L'intelligence artificielle va avoir un impact majeur, a commencé à avoir un impact majeur dans la santé. Il n'y a pas de doute. Ouais. J'anime avec le professeur Bernard Nodlinger de l'Académie de médecine un groupe de travail là-dessus, conjoint entre l'Académie des sciences et l'Académie de médecine depuis 2 ans maintenant. On édite les résultats et c'est très impressionnant, en particulier les résultats sur les diagnostics sur les cancers, où maintenant les intelligences artificielles font mieux que les meilleurs humains en la matière. Ce ne sera pas une panacée, bien sûr. Ça ne dispensera pas de continuer à investir dans la recherche médicale et d'investir encore davantage. Et il faut aussi un peu d'humilité. Certes, l'intelligence artificielle sur Covid Tracker, sur des outils d'information, a été remarquable pour le Covid. En revanche, pour les traitements, ça n'a servi à rien. Il faut accepter ça. L'innovation, de toute façon, demain, elle sera multifactorielle. Ouais. Merci beaucoup, Cédric Villani. Dounia Belriti, vous êtes donc là, vous avez créé, vous étiez chercheuse au CEA, vous avez un doctorat en physique-chimie sur les matériaux, je crois, et vous avez créé une plateforme, vous le disiez tout à l'heure, qui fait le lien, et c'est vraiment un lien très important, plateforme sur le web, entre les chercheurs et les entreprises. Juste un petit peu, donnez-nous un exemple. Par exemple, je ne sais pas, Sanofi, je ne sais pas si vous travaillez avec PhD Talent ou pas, mais donnez-nous un exemple de ce que vous faites. Et vous, cette liberté créatrice, comment vous la voyez? Assassinée, morte ou au contraire en résurrection? Assassinée, certainement pas. En parlant d'exemple, comme on a beaucoup parlé de la crise sanitaire, je vais partir de là. Nous, en fait, notre mojo chez PhD Talent, c'est que faire travailler des chercheurs avec des entreprises, ça permet de répondre à une urgence tout en ayant du recul, tout en ayant le background nécessaire pour pouvoir justement gérer des incertitudes. Les chercheurs ont l'habitude d'évaluer dans ce milieu-là. Donc, par exemple, nous, on a travaillé avec l'Institut des actuaires dès le début de la crise Covid pour les accompagner. L'Institut des actuaires, ils sont là pour calculer le risque. Alors, imaginez-vous, un métier, on doit calculer le risque et on y rajoute de l'incertitude. La crise Covid, quand elle a commencé, on ne savait pas c'était quoi, comment ça allait évoluer et comment les gens allaient répondre à cette crise-là. Donc, on les a accompagnés pendant tout le premier confinement et post-confinement pour voir en fait comment tous les métiers, le risque management, le risque vie, non-vie, allaient en fait répondre de façon rapide et créer du lien avec eux, notamment sur 3 continents, mais aussi avec les ministères, etc. Et ça a été le travail d'un sociologue. Donc c'est PhD Talent qui a tout mis en place pour pouvoir les accompagner et pouvoir réinventer leur métier. Donc répondre à une urgence avec un background. Et pareil, on a travaillé avec un fonds d'investissement qui souhaitait en fait investir dans les zones rurales, et notamment sur la manufacture, et se dire, très bien, j'ai envie d'investir. Pourquoi j'ai envie d'investir? C'était pour avoir de l'impact positif. Et dire, très bien, quelle manufacture je vais choisir, comment je vais redynamiser les zones rurales, et qu'est-ce que l'impact positif? Parce que très bien, on peut avoir des impacts positifs, mais là, on doit voir tout ce qui est externalité sociale, positive, négative, créer du lien, et voir en fait comment, dans l'histoire de la France, la manufacture a évolué, et quelle manufacture, par exemple, on a Saint-Gobain, qui est un fleuron de la manufacture française, et en fait, comment est-ce qu'ils sont passés? On en discutait tout à l'heure, notamment avec Monsieur le Ministre, comment est-ce qu'on est passé d'une petite entreprise à une PME à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. On parle beaucoup en France de la difficulté entre les chercheurs qui sont au CEA, qui sont dans le public, et le fait de travailler avec le privé. Est-ce que vous rencontrez ces difficultés encore ou pas? Oui, alors on rencontre 2 types de difficultés. On a tout d'abord les entreprises qui souhaitent innover, être créatives et aller dans la créativité, mais ils ne vont pas savoir que les talents et les brevets existent dans le secteur académique et que c'est développé et qu'on peut les activer assez rapidement. C'est-à-dire qu'on est sur du plug and play. Ils vont souvent avoir l'impression qu'on va aller sur des projets de 3 ans, 4 ans, alors que là, on est sur des projets de 2 ans. On prend ce qui a été développé et on l'injecte.
Il y en a d'autres qui savent que ça existe, mais en fait, c'est trop dense pour eux, ils ne savent pas par quelle porte rentrer. Et donc là, ça va être le rôle de PhD Talent. D'une part, c'est de les sensibiliser à ce qui existe, mais aussi en fait de les accompagner dans ce travail d'intégration d'une technologie du secteur académique vers leur entreprise. Olivier Bogilo, vous, est-ce que chez Sanofi, vous rencontrez des difficultés? Les chercheurs, est-ce que vous avez encore des chercheurs en France? On a encore énormément de chercheurs en France. On est qu'on quand est même beaucoup celui qui investit le plus en à cause du R&D principe de en France. précaution. Mais je voudrais répondre à Cédric Villani parce qu'il s'avère que je suis en désaccord avec lui sur le point de la décroissance. Je considère, moi, au contraire, que la croissance permet de créer des richesses, que les richesses permettent d'investir, que l'investissement permet d'innover. Et lorsqu'on veut que son bateau aille loin, on gonfle la voile, on ne la réduit pas. Un bateau qui n'a pas de voile, il s'arrête. Donc je considère qu'il faut de la croissance et c'est pour ça que je suis pour le progrès et pour la science. Ceci étant dit, débat. On a beaucoup de recherches on a beaucoup de recherches en France chez Sanofi. On est, je rappelle, le premier investisseur en R&D en France. Et on prend énormément de PhD, on prend des jeunes chercheurs. Mais c'est vrai qu'on a un travail à faire pour rapprocher la recherche privée et la recherche publique et faire coexister, notamment sur des sites géographiques communs, des chercheurs universitaires avec des institutions privées et que tout ça soit assez synergique. Ça existe dans d'autres pays, ça existe à Boston aux États-Unis, ça existe à San Diego, à San Francisco, ça existe à Cambridge en Angleterre, il faut que ça existe à Paris. Il nous reste 2 minutes. Juste en conclusion, vous voyez, ça passe très vite, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intervenants. Vos propositions, je ne sais pas si vous avez une idée, 2 idées qui permettraient peut-être de libérer cette puissance créatrice. Dounia, vous avez peu parlé, allez-y. Pour ma part, moi, je dirais je rejoindrai Guillaume sur la diversité, travailler plus les uns avec les autres, plus en open source, et un peu avoir l'esprit un petit peu plus ouvert, ne pas rester dans des idées préconçues, et avoir le courage d'aller dans ce qui est différent. Olivier Bogilo. On parlait du principe de précaution. Moi, je pense que derrière le principe de précaution, parfois, il y a le principe de la lenteur. Et je voudrais qu'on passe, après cette crise, sur le principe de la vitesse. On a été extrêmement rapide dans cette crise. Et tirons-en les leçons et demain, soyons extrêmement rapides dans tout ce que nous faisons. Rapidité, je note. Guillaume Rosier. 3 points. Effectivement, l'intelligence collective, notamment via Internet, l'open source. Je pense que les entreprises n'en tirent pas assez encore profit. On a des nouvelles manières extrêmement créatives de travailler. Je pense qu'ils vont s'offrir à nous. Il faut en tirer profit. Deuxième chose, faire voler en éclats les barrières qu'on se met, la censure qu'on se met. Dans la tête, vous voulez dire? Évidemment, dans la tête. Et ça passe, je pense, par le système éducatif. Et puis, troisième chose, dynamiser la symbiose entre le public et le privé. Je pense que ça va faire apparaître des nouveaux services et des nouvelles entreprises extrêmement intéressantes. Merci Cédric Villani. Mot de la fin. Mot de la fin, merci beaucoup. Et je vais aussi en profiter pour répondre à Olivier Bogilo. Vos propositions. Avec qui j'assume le désaccord, étant moi aussi pour le progrès, pour la science, ça correspond bien à mon parcours. Pour le bonheur, force est de constater que ces dernières décennies, quand les courbes de PIB s'envolaient, les courbes de bonheur ont stagné. Et ce n'est pas le PIB qui fera le bonheur de l'humanité, je crois que l'histoire le montre. Et ma proposition, c'est que tout ça, il faut en discuter sans idée préconçue. Il y a des entrepreneurs qui le disent, bien sûr. Vous avez dû voir les images d'Emmanuel Faber occupé avec quelques collègues à réécrire le rapport Meadows pour le 50e anniversaire. D'autres l'ont dit, la décroissance, chers amis, il faut en parler, parlons-en ensemble. Ça ne se fera pas sans les entrepreneurs, ça doit se faire avec. Mais la croissance en soi, ce n'est pas ça qui apportera le bonheur à l'humanité. Je crois que là-dessus, on va terminer cette première partie. Merci à tous, merci Cédric Villani, merci Guillaume Rosier, merci beaucoup. Merci Olivier Bogilo, merci Dounia Belredi. Deuxième partie avec des entrepreneurs et des politiques tout aussi intéressants. Surtout restez avec nous, on marque une pause, on se retrouve dans 2 minutes.
Donc consacré à la liberté de création assassinée. Je ne sais pas qui a trouvé ce titre, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement d'assassinats, comme je le disais tout à l'heure. Au contraire, on voit quand même des expériences assez étonnantes. Là, nouveau panel autour de moi pour en parler. D'abord, le ministre délégué en charge des TPE et des PME, Alain Griset. Il a créé son entreprise, c'était il y a quelque temps. Bonsoir Alain Griset. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Martin Stéphan, qui est directeur général de Carbios. Carbios, en un mot, dites-nous. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Carbios est la première et la seule société au monde à développer des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des fibres. Donc on est en train de révolutionner la façon de fabriquer les plastiques et les fibres. On n'emploiera plus du pétrole pour le faire, mais on emploiera des déchets comme matière première. Ah ouais, et ce que je disais en introduction tout à l'heure, je crois que vous êtes les seuls à avoir publié, les seuls Français à avoir publié, fait la une de Nature, qui est le grand magazine de sciences. Alors tout à fait, en collaboration avec le laboratoire de l'INSA Toulouse avec lequel on travaille beaucoup, on a coécrit un article qui a fait la couverture de Nature. Je pense qu'il n'y a pas une société française de notre taille et de notre maturité qui peut s'enorgueillir d'avoir fait la couverture de Nature ces 20 dernières années. Olivier Lombard, extrême gauche, ou du moins extrême droite pour vous. Olivier Lombard, c'est le fondateur d'Opium. On l'appelle déjà donc le Tesla européen. Bon, vous avez encore un tout petit peu de chemin à faire, mais ça ne saurait tarder. Vous voulez construire la première berline à hydrogène, c'est ça, en 2025, mais commercialisation 2030. Oui, bonjour. Effectivement, c'est ça. L'ambition, c'est vraiment de commercialiser la première berline haut de gamme à hydrogène au monde en 2025. Elle ressemblera à quoi? Alors, on a dévoilé d'ailleurs notre premier prototype au mois de juin cette année. Et puis, ça va ressembler à une belle berline avec des lignes assez effilées qui font penser un petit peu à une goutte d'eau. Parce que l'hydrogène, c'est aussi, ça rejette de la vapeur d'eau, c'est une voiture propre. Donc on a voulu quelque chose d'élégant et d'innovant et d'assez advanced, comme on pourrait dire. Vous avez déjà une idée du prix? Oui, le prix de départ sera 120 000 €. Et vous pouvez d'ailleurs la précommander, j'espère que vous l'avez fait. Oui, j'ai demandé à mon boss s'il veut bien m'avancer ça. Oui, peut-être pas forcément, mais en tous les cas, ça serait intéressant. On va en reparler, bien sûr. Et à mes côtés, Stanislas Niok-Château, qui est l'autre, il y avait Guillaume Rosier, l'autre gagnant de la crise de la Covid, puisqu'il est le cofondateur de Doctolib. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Merci d'être, il fait tellement beau. Merci d'être avec nous, en tous les cas. Peut-être commencer par vous, encore une fois, Stanislas Niok-Château. Vous avez fait une réussite quand même assez sidérante. Vous nous disiez que les téléconsultations étaient passées de 30 000 à 1 million aujourd'hui. C'est quand même complètement fou. Pour vous, c'est du pain béni ce qui se passe. En fait, quand on a créé cette boîte en 2013, on avait ce projet un peu fou qui était de se dire la santé, c'est un bien commun. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de vie des soignants? Comment on fait pour améliorer l'accès aux soins? Et en fait, il y a des services simples qu'on a mis en place depuis 2013, prise de rendez-vous en ligne, téléconsultation, pré-consultation, gestion des cabinets. Et en fait, ces services, comme ils ont été simples, comme ils ont été utiles, comme ils ont permis aux gens d'accéder à la santé, il y a eu 40 millions de Français qui nous ont fait confiance, 270 000 professionnels de santé qui nous ont fait confiance. Et quand la crise a commencé au mois de mars, on s'est retrouvé avec mes équipes et on s'est dit, bon, pour une fois, on a une technologie française qui est l'une des plus grandes au monde. On a 1000 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, en l'espace d'une heure, on s'est dit, bon, on va se mettre au service de l'État, on va se mettre au service des citoyens, des villes. Et donc, on a déployé la téléconsultation. 2, on a déployé les tests. Puis après, on a déployé gratuitement les centres de SAMU, les centres Covid. Et puis, fin du mois de décembre, l'Allemagne nous a fait confiance pour la campagne de vaccination d'une partie de l'Allemagne. Et le gouvernement français a choisi 4 prestataires, dont nous, pour assurer une partie de la logistique de la campagne de vaccination. Et donc, on s'est mis avec les villes, avec les régions, équiper des centres de vaccination, des médecins généralistes, des pharmaciens. Et en fait, on a géré 65 millions de rendez-vous de vaccination et les résultats de la campagne actuelle. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais oui, la France est l'un des plus beaux pays du monde pour créer sa boîte. Et je pense qu'on est là pour créer des services utiles. Nous, on en est l'exemple, mais il y a plein d'autres boîtes qui créent des services utiles pour les Français. Et voilà, prenons notre bâton et créons ces services un peu partout en France, dans la santé, l'éducation, l'environnement. On voit qu'évidemment, il y a le champ des panels est énorme, évidemment.
La création d'entreprises, ça peut être dans tous les secteurs. On a parlé beaucoup de la pharma, mais on voit bien que c'est aussi dans d'autres secteurs. La France est le pays le plus beau au monde pour créer de l'entreprise. Alain Griset, j'imagine que ça vous fait plaisir quand vous entendez ça en tant que ministre délégué en charge des TPE et des PME. Oui, puis c'est une vraie réalité. On a en France des femmes et des hommes très nombreux qui créent des entreprises. On est d'ailleurs, y compris dans cette période de crise, sur un nombre de créations d'entreprises annuelles de 850 000. Nous étions à moins 700 000 en 2019. Et on voit bien que cet esprit d'entreprise, en France, il existe. Alors, naturellement, c'est d'abord l'esprit des Françaises et des Français, mais c'est aussi une volonté du gouvernement que d'accompagner cette création d'entreprise, parce que c'est bien l'entreprise et ses salariés sur l'entreprise qui créent de la richesse en France. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont été créées pendant cette période très particulière, ou au contraire, là pour le coup, il y a eu, non pas un assassinat, mais enfin il y a eu beaucoup de créations d'entreprises qui ont été avortées? Non, on a eu un double phénomène. D'abord, on a eu beaucoup moins de défaillances d'entreprises. En 2020, il y a 30% d'entreprises en moins qui ont eu des difficultés par rapport à une année habituelle. Et on a une augmentation de la création d'entreprises, et y compris en 2021, dans ces 6 premiers mois, on a eu 50% de création d'entreprises en plus par rapport à une année habituelle. Ouais. Lorsque vous entendez les témoignages, et puis vous en aurez 2 autres ensuite, que ce soit de Guillaume Rosier ou de Stanislas Neufchâteau, qui disent, en fait, nous, ce qui a complètement accéléré le développement de notre entreprise, c'est le travail, la collaboration avec l'État, ce qui est très nouveau, notamment dans la mentalité peut-être de l'administration française. Est-ce que là, vous dites, c'est vrai, vous dites qu'il faut aller dans ce sens-là? Totalement. D'ailleurs, chacun a remarqué que pendant cette période difficile sanitairement, l'État a réussi à se remettre en jeu, en cause. J'étais à ces mêmes rencontres il y a 1 an. Je pense que personne pensait qu'1 an après, on en serait où on en est aujourd'hui. Ouais. Et donc l'État s'est remis en cause, a réussi à s'adapter aux besoins des entreprises, vraiment au quotidien. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est bien de faire que l'État soit disponible et aidant pour l'entreprise. L'État n'est pas là pour arrêter la création, on n'est pas là pour freiner. Elle est là pour accompagner et trouver les dispositifs permettant d'accompagner les entreprises et de pouvoir créer de la richesse. Mais il y a encore beaucoup de freins, il y a encore beaucoup d'obstacles, on ne peut pas le nier. Naturellement qu'il y a encore des obstacles, mais tous les jours, on essaye de résoudre ça. Bon, la loi Pacte a commencé à en faire. Tout à l'heure, on entendait la nécessité de pouvoir partager des données. Moi, j'espère qu'avant la fin de l'année, on aura un portail d'entrée pour tous les entrepreneurs qui permettra de faire la totalité, d'avoir toutes les informations sur le même site. Donc cette volonté-là d'être l'État à la disposition des entreprises est quelque chose de très fort, porté par le Président de la République et le Premier ministre. Et avec Bruno Le Maire, on le fait tous les jours. Est-ce que le mot État-plateforme, ça vous convient? Tout à fait, c'est ce que j'évoquais, la fin de l'année, une plateforme qui sera une plateforme d'entrée pour tous les entrepreneurs sur tous les sujets qui les concernent. Ouais. L'état de plateforme, ça vous dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer? Oui, bien sûr. Après, donc collaboration publique-privée, bien sûr, état de plateforme, bien sûr. Pourquoi la France est l'un des plus beaux pays du monde pour créer sa boîte? Parce qu'on a des ingénieurs, parce qu'on a un système éducatif incroyable, parce qu'on a une histoire entrepreneuriale et parce qu'on a aussi des aides, parce qu'il y a des fonds d'investissement d'État qui nous aident. Et donc oui, la France est l'un des plus beaux pays du monde pour créer sa boîte et les chiffres le prouvent. Par contre, après, qu'est-ce que deviennent ces entreprises? Et c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que deviennent ces entreprises? Est-ce qu'elles sont utiles à l'intérêt général? Est-ce qu'elles améliorent la vie des gens? Et est-ce qu'elles se développent? Est-ce qu'elles créent de l'emploi? Vous voyez, nous, aujourd'hui, on est 2000 salariés, un peu partout en France, à Nantes, Niort, Paris, et on recrute 1000 personnes par année. Et 1000 personnes par année? Exactement. Là, on recrute 100 à 150 personnes par mois en ce moment. Et ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas vouloir recruter du monde. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas avoir l'ambition de servir l'intérêt général. Et si on veut se battre face aux acteurs américains, face aux acteurs asiatiques, je pense qu'il faut le faire. Il faut se lever, il faut travailler dur, et pas que dans le numérique, parce que souvent on parle de création avec le numérique. Alors évidemment, j'ai créé une boîte dans le numérique, mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui a fait le succès de Doctolib? C'est le service, c'est le local. Et il y a des entrepreneurs français partout, dans tous les secteurs, dans toutes les régions. C'est juste une question de travailler dur et un peu une question d'éducation. Et je rejoins ce qui a été dit sur la table ronde précédente.
l'éducation, elle est vraiment névralgique si on veut libérer sûr. cette création d'entreprise. Oui, absolument. Olivier Lombard, en 2 mots, vous avez décidé de créer votre entreprise quand? C'était en 2019. Ouais. Et pourquoi? Comment ça vous a pris de vous lancer dans l'hydrogène, vous lancer dans la voiture? Alors, c'était pas exactement par hasard. Moi, j'ai un parcours de pilote professionnel automobile. Et puis, j'ai intégré un programme de développement d'une voiture de course à hydrogène pendant 7-8 ans. Et donc, pour moi, ça a été une découverte totale de cette technologie, de ses potentialités, de sa maturité. Et c'est comme ça où je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a une histoire, il y a une mouvance aussi autour de l'hydrogène, autour de cette molécule qui finalement est la plus abondante dans l'univers. Et voilà, tous les ingrédients sont réunis. Maintenant, c'est saisir une opportunité, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer quand même tous les entrepreneurs de France parce que c'est quand même quelque chose de très fort d'avoir cette volonté de créer, d'être à l'initiative, de vouloir réaliser, de vouloir faire. Et je me rends compte tous les jours à quel point c'est aussi un parcours finalement, un certain combat. Par contre, c'est vrai que on est une vraie terre d'innovation, comme vous le dites, et je pense que cette innovation, il faut savoir bien l'intégrer dans une société, il faut savoir s'en servir comme il faut. En France, en termes de recherche et développement, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de compétences. Aujourd'hui, on a des ingénieurs au sein de la société Opium qui sont extrêmement compétents et qui ont beaucoup d'expérience dans l'hydrogène. Par contre, c'est vrai que... Pardon, ces chercheurs, vous les trouvez comment? Ils sont sur la plateforme de PhD Talent. Comment vous faites pour trouver ces chercheurs? Alors aujourd'hui, c'est des processus finalement de recrutement, on va dire, classique, où on a un besoin qui est identifié et puis on va aller faire de la chasse, donc rechercher finalement les profils qui vont nous intéresser. Alors nous, dans notre cas, c'est des gens qui vont être à la fois passionnés finalement parce que c'est quand même un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui veut contribuer, qui veut avoir un impact. Donc il faut des gens qui aient aussi cette notion un petit peu d'entrepreneuriat, de passion. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé les fonds? Alors les fonds aujourd'hui, on a eu 3 levées de fonds, dont une qui s'est bouclée pas plus tard qu'hier. Et donc c'est des entrepreneurs chevronnés, c'est des investisseurs chevronnés. Voilà, c'est des gens qui ont cru au projet dès le début et qui veulent vraiment m'accompagner finalement dans ce projet entrepreneurial. Et c'est vrai que ce qui n'est pas évident, je pense, en France, c'est dès qu'il y a beaucoup d'envergure, beaucoup d'ambition dans le projet, et pour le coup, nous sommes un projet industriel français, je pense que c'est compliqué d'arriver à convaincre. Et c'est là où, c'est vrai, Monsieur le Ministre, je pense que c'est important de mettre l'accent peut-être là-dessus, c'est-à-dire d'avoir ce rapport au risque qui soit peut-être un peu amoindri et de faire un effort dans ce sens-là. L'industrie, on a beaucoup parlé de la pharma, mais évidemment parce qu'on est tous un peu, on sort d'une période quand même très particulière. Mais l'industrie, l'innovation est vraiment en train de permettre la réindustrialisation de la France. On va en parler avec vous, du reste, Martin Stéphan, parce que Carbios, c'est vrai que c'est l'industrie française grâce à l'innovation. Oui, alors tout à fait. Nous développons donc des technologies qui sont destinées à être licenciées à des chimistes qui vont fabriquer du plastique avec du déchet au lieu d'utiliser de la matière première pétrochimique. Je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit. Effectivement, moi je considère que l'innovation est très bien accompagnée en France. On bénéficie de beaucoup d'aides. Il y a des guichets uniques qui permettent aux entrepreneurs et aux jeunes entreprises d'être aidés. Il y a des passerelles avec le monde académique, je pense que c'est très important. Et nous, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait sans la collaboration très fructueuse qu'on a eue et qu'on a toujours avec l'INSA Toulouse, donc qui met à disposition des moyens, du personnel extrêmement compétent. Donc tout ça existe. Ce qui est plus difficile, c'est l'industrialisation. Et quand il s'agit de construire une grosse usine, que vous allez mettre du béton, de l'acier, fabriquer des produits chimiques, là, ça se complique. Ça se complique parce que c'est plus risqué, ça se complique parce qu'il y a des réglementations qui sont beaucoup plus lourdes et qu'il y a une multitude de guichets auxquels il faut s'adresser. Et donc là, nous, on est dans cette phase-là. On est en train de chercher un site industriel pour construire une première usine avant de licencier notre technologie dans le monde entier. On a des ambitions mondiales. Mais ce passage à l'industrialisation est quand même plus problématique que l'innovation. Et c'est là où il y a un obstacle, peut-être, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'usines en France. Enfin, il y en a évidemment, mais pas suffisamment d'usines, Alain Griset.
Oui, mais ça, Vous entendez le message? Parce que je trouve que c'est important ce qu'il dit. Oui, naturellement. Vous savez, le plan de relance 100 milliards, c'est la réindustrialisation. Et Agnès Pannier-Runacher travaille beaucoup sur le territoire d'industrie, qui a pour objectif d'avoir justement un guichet et de faciliter toutes les formalités et permettre à ces industriels de pouvoir s'implanter en France. Qu'est-ce qu'il faudrait, si vous avez des propositions à faire, ça serait quoi, Martin Sévran? Qu'est-ce qu'il faudrait? Vous dites, il y a un guichet unique, ça a été génial pour tout ce qui est innovation, création, etc. Au moment cette phase d'industrialisation, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez une proposition, ça serait quoi? Alors, moi, j'aurais une proposition à faire, mais plus à un niveau européen, et j'ai écouté ce que disait le commissaire Thierry Breton ce matin. Ce que l'Europe était capable de faire pour le vaccin, on devrait être capable de le faire pour trouver des solutions pour réduire ou éliminer la pollution plastique, et donc pour mettre en œuvre le Green Deal qui a été voté. Parce qu'aujourd'hui, le Green Deal européen, c'est très bien, mais quand concrètement, vous voulez vraiment travailler, trouver les sources de déchets plastiques pour alimenter vos usines, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un pays européen qui a la même législation. Quelquefois, dans chaque pays, les régions ou les villes ont des législations différentes, que le transport des déchets est très compliqué, que les réglementations ne s'appliquent pas aux innovations. Typiquement, nous mettons en œuvre des enzymes pour fabriquer du plastique qui sera au contact alimentaire. Personne n'a jamais fait ça. Et donc, quand vous allez voir l'agence de réglementation, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Et donc, il faudrait encore une fois mettre ce qu'on a fait pour les vaccins, le faire pour le Green Deal et accélérer tout ça parce que ça prend trop de temps. Très bien. Ouais. C'est intéressant, je trouve que Oui, très intéressant. Et on voit bien d'ailleurs que cette crise sanitaire nous a fait prendre conscience de la nécessité de pouvoir accélérer, changer les habitudes et puis appuyer toutes ces innovations extrêmement importantes. L'innovation, l'accélération, on en a beaucoup parlé lors de la précédente table ronde. Maintenant aussi, on voit quand même c'est difficile pour l'administration de suivre une telle accélération. Une telle innovation va tellement vite que déjà, quelqu'un normalement constitué doit avoir du mal à suivre, mais alors, a priori, peut-être un fonctionnaire. Je crois que 2020-2021 a démontré la capacité de l'administration justement de se transformer et de s'adapter à ces attentes. Et je pense que ça, ce sera sûrement un élément extrêmement fort de cette crise, c'est de montrer que l'État, au bout du compte, sait aussi s'adapter. Je me tourne vers vous, Stanislas Neufchâteau. Qu'est-ce qu'il faudrait? Vous nous disiez tout à l'heure, la France est devenue le premier pays de téléconsultation au monde. Que vous faut-il pour devenir un géant mondial? Alors déjà, le premier point, on a l'impression que Doctolib est devenu un géant. En fait, Doctolib est 3000 fois plus petit que les géants américains. Oui. Et donc, c'est juste pour redonner un peu d'humilité. Resituer. Alors, évidemment, on a une mission d'intérêt général, on a divisé par 4 les délais d'accès aux soins, on a révolutionné l'organisation du cabinet, c'est très bien, on fait un super job, mais on est 3000 fois plus petit que les géants américains. Et donc, moi, en gros, pour créer des boîtes de 10, 20 000 personnes, je pense que le premier sujet, c'est l'Europe. Et je vous rejoins. Aujourd'hui, on est plus fort en Europe. Et nous, quand on est en Allemagne, en Italie, on doit recommencer du début. Et c'est limite un handicap d'être une boîte française. Le deuxième point, c'est les recrutements. Et en fait, les gens, ils ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Nous, notre problématique numéro 1, c'est recruter. Vous n'arrivez pas à recruter des gens? Exactement, on n'arrive pas à trouver les bonnes compétences au bon moment et on n'arrive pas à recruter. On a 1000 emplois à créer sur les 12 prochains mois et je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont là autour de moi qui ont la même problématique que moi, le recrutement. Et donc nous, on essaie de faire revenir des Français de pays américains, asiatiques vers la France et donc faire revenir tous ces talents du monde vers chez nous et recruter, donc l'emploi et la création d'emplois. Et le troisième, qui est plus long terme, mais c'est l'éducation. Ouais. Et en fait, l'école, à la fin, c'est quand même le sujet si on veut créer un monde meilleur. Et si on veut investir dans des secteurs d'avenir, environnement, éducation, santé, je pense qu'on peut faire une innovation européenne et française dans ces secteurs d'avenir qui représentent quand même 25% de notre produit intérieur brut et sur lequel on pourrait faire des géants avec mission d'intérêt général, des entreprises à mission. Ce matin, j'étais à une table ronde sur l'économie sociale et solidaire. Et oui, je pense qu'on peut être une entreprise privée et servir l'intérêt général et que grâce à l'Europe, à l'emploi, grâce à l'éducation et à ces secteurs-là, on peut faire des géants mondiaux. Ouais,
Est-ce que vous avez des actionnaires qui vous suivent? Pardon? Est-ce que vous avez des actionnaires qui vous suivent? Bien sûr, on a des actionnaires qui nous suivent. Nous, on est une boîte indépendante, entrepreneuriale, détenue majoritairement par ces entrepreneurs. L'État français est l'un de nos premiers actionnaires. Et puis après, on a des entrepreneurs allemands, français et des fonds d'investissement qui nous suivent. Il n'y a pas de problème pour moi de financement. Ouais. Olivier Lombard, j'ai envie de dire, tiens, Olivier Lombard, si vous voulez peut-être que votre entreprise décolle, vous pourriez peut-être demander au président Macron d'être le premier à rouler dans la voiture à hydrogène, la berline. Guillaume Rosier nous expliquait tout à l'heure que finalement, quand le Premier ministre a utilisé Vitrecker ou Vitmados, ou alors même le président Macron, ça accélère les choses. C'est ça qu'il vous faudrait peut-être. Plus sérieusement, pour devenir un Tesla européen, que vous faut-il? Ou que vous faudrait-il de plus? Alors, avec grand plaisir pour que le président puisse venir essayer la voiture. Hein, vous avez entendu Alain Griset Ben, qui plus est, si en plus c'est en 2025, ça sera encore plus formidable. Bravo. Je vois que rien ne vous échappe. Je me suis dit, personne n'a réagi par rapport à ce que je viens de dire, mais si, vous avez quand même noté. Et alors, juste par rapport à... Il y a 2 points, je pense qu'on peut améliorer, c'est vraiment ce rapport au risque. Ouais. Je reviens dessus parce que c'est extrêmement important et finalement c'est à la base de tout, à la base de notre philosophie entrepreneuriale. Et je pense que voilà, les institutions mais aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire le rapport au risque finalement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je dis rapport au risque, c'est-à-dire que finalement, voilà, un entrepreneur peut venir avec un projet, présenter un projet, et ouais. Il y a forcément des projets qui, on va avoir par exemple un côté plus ou moins industriel, où vont comporter plus ou moins de risques, ou pour être plus ou moins innovants, mais qui vont comporter une certaine dose de risque. Et parfois, je pense qu'il y a une certaine réticence à aller vers ces projets qui pourtant sont à très fort potentiel, mais parce qu'il y a cette gestion du risque. Par exemple, on voit aux États-Unis, ce rapport au risque, il est beaucoup amoindri. Ils y vont, ça marche pas, mais en tout cas, ils font le pas d'essayer d'y aller. Et si ça marche, tant mieux. Ouais. Et il y a juste un deuxième point, je rejoins ce que disait Stanislas, c'est par rapport à l'éducation. Nous, par exemple, on a une vraie volonté par rapport à la filière hydrogène d'être un vecteur d'accélération, parce qu'il va y avoir énormément de création d'emplois. Il va y avoir un vrai besoin, finalement, d'avoir des compétences, d'avoir des gens qui savent gérer de l'hydrogène. Et je pense qu'effectivement, ça commence dès l'école, dès les lycées, dès les universités, de pouvoir vraiment former les gens. Ouais. Martin, Stéphane, vous avez des problèmes de recrutement chez vous? Les ingénieurs ou pas? Oui, ce n'est pas la même échelle que Doctolib, mais nous aussi, notre souci principal aujourd'hui, c'est de recruter. On a du mal à trouver les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment. C'est problématique. Et c'est bizarre, c'est dans un pays où il y a beaucoup de chômage, où il y a quand même des compétences, on a du mal à attirer les gens. C'est vraiment c'est très important pour nous et quelquefois ça nous empêche un peu de dormir, quoi. Si vous aviez, on arrive au terme de cette table ronde, si vous aviez une proposition, puis vous avez le micro, gardez-le, proposition, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait, que faudrait-il faire Alors, le guichet unique, je pense que Monsieur le ministre ne se rend peut-être pas bien compte de la complexité de ce que ça peut être de construire une usine de chimie en France. Et l'idée d'avoir un guichet unique, voire pan-européen, pour nous aider, ce serait vraiment un grand progrès, parce qu'on a affaire à plein d'administrations différentes qui ne sont pas forcément business-friendly, comme on dit maintenant, et qui cherchent toujours à minimiser le risque quand on amène des grandes innovations comme la nôtre, où il n'y a pas beaucoup de recul, effectivement, parce qu'on est les premiers et les seuls à le faire. C'est sans doute peut-être aussi la difficulté. Alain Griset. Non, je dois dire qu'ici, dans cette rencontre, dire combien, pendant cette crise sanitaire, l'entreprise, je crois, a été grandie dans l'esprit global des Français. D'abord, on a bien vu que l'entreprise est essentielle pour apporter le travail, la richesse, les moyens, la vie sociale. Et que cet esprit d'entreprise va grandir aussi avec cette crise. Alors, on a des progrès à faire en termes d'amélioration, sans aucun doute, de simplification. Je pense que la présidence française, dans quelques mois, au niveau de l'Europe, peut nous permettre de faire avancer ce type d'idées. Et en tout cas, moi, je peux vous assurer que sous l'impulsion du Premier ministre et du Président, avec Bruno Le Maire, nous sommes vraiment tous les jours à l'écoute, à la disposition des entrepreneurs pour justement faire de la France un pays d'entrepreneuriat, parce que c'est tout à fait indispensable. Et il y a quand même aussi, c'est vrai, il y a France 2030, il y a plan de relance, mais il y a aussi France 2030. Olivier Lombard, une proposition, et je conclurai par vous.
Bon, je vous les ai données, mes propositions. Je pense que voilà, C'est ça qu'il faut. le risque Oui. et puis La l'éducation. notion de risque, absolument. Alors, le mot de conclusion vous revient du coup. Bah, écoutez, moi, pour Stanislas moi, Château. Europe, éducation et secteur d'avenir. Les secteurs d'avenir, bien sûr, la santé en est un, l'éducation en est un autre, l'environnement en est un autre. Et voilà, je pense qu'on a la chance d'être dans un grand pays, un beau pays. On a plein de ressources. Et je pense que servir l'intérêt général, qu'on soit privé, public, associatif, on peut tous le faire. C'est qu'une question de travail et une question d'utilité à la fin. Et donc, investissons pour essayer de créer ces services d'avenir. Nous, on essaie de le faire à notre échelle, mais plein d'autres entrepreneurs le font et j'en suis ravi. Est-ce que vous avez décliné ce que Doctolib, ok, vous allez décliner, peut-être, vous parliez d'autres services, parce qu'Almic, c'est vrai, vous pourriez, Doctolib, l'appliquer dans d'autres secteurs. Non, en fait, on se concentre vraiment. Nous, on fait des logiciels de gestion de cabinet pour aider les professionnels de santé à gagner du temps, du confort de travail. On fait plein de services pour les patients, la téléconsulte, la prise de rendez-vous. On se concentre vraiment sur la santé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un bien commun, l'une des choses les plus précieuses qu'on ait. Depuis 18 mois, on s'en est rendu compte, mais c'était déjà un bien commun avant la crise sanitaire. Et donc, investir dans la santé, c'est important. Et malheureusement, je crois qu'on aura encore besoin de vous encore quelques temps. Enfin, malheureusement, je dis sur le plan sanitaire. Voilà, merci. On arrive au terme de cette plénière qui clôture ces rencontres d'entrepreneurs de France.